Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Comment booster vos ventes grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez d'abord, avant toute chose, m'envoyer un petit message dans les questions pour nous dire si tout fonctionne bien, si la vidéo est bonne, si vous voyez notre écran et si vous nous entendez bien. Super, tout fonctionne. Super, merci beaucoup Vivien. Super, merci Cassia. Ok. Bon, on va attendre, il y a déjà un petit peu de monde, donc on va pouvoir commencer. Donc rebonjour à tous. Donc bienvenue, on est ravis de vous parler aujourd'hui des techniques pour mieux vendre sur les réseaux sociaux. Donc moi je suis Maxence de Payplug. Payplug c'est quoi? C'est une solution de paiement en ligne et je m'occupe de l'acquisition chez Payplug. Et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Anthony Rochant. Je te laisse te présenter Anthony. Bonjour à tous, bonjour Maxence. Donc moi je suis le CEO et cofondateur de LEW, donc l'acronyme de Les Experts du Web, qui est en fait une société de conseil et de formation en marketing digital. Notre métier c'est vraiment d'accompagner et de former notamment les community managers à leur métier et aussi de former les directions marketing à la communication d'influence avec un fort ADN sur le social media, social marketing, on va dire vraiment de base, et effectivement l'accompagnement aussi de l'e-commerçant. On enseigne et j'enseigne aussi énormément en école de com, école de commerce, voilà, on va dire toutes ces matières-là, communication d'influence, marketing d'influence, etc., etc. Donc voilà, assez diversifié, on va dire. Et puis on fait aussi du consulting aussi auprès d'e-commerçants et de professionnels généralistes. Super, merci beaucoup. Je vais vous parler un peu du coup de Payplug rapidement, puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Payplug, c'est quoi? C'est une solution de paiement omnicanal. Donc, vous pouvez encaisser des paiements en fait sur votre site internet grâce à Payplug. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez arriver sur un site internet, quand vous allez payer, vous passez forcément à un moment par une solution de paiement en ligne. Le site ne peut pas lui-même développer sa solution de paiement, il passe par un prestataire et nous, du coup, on est cette page de paiement en fait qui vous permet d'encaisser les paiements en tant qu'e-commerçant et on vient aussi de lancer une offre de paiement physique, c'est-à-dire que vous êtes e-commerçant et que vous voulez aussi avoir un TPE, donc un terminal de paiement en magasin, vous pouvez aussi très bien avoir Payplug sur votre site, Payplug dans votre boutique et avoir tous les paiements qui sont centralisés au même endroit. On a une solution qui est vraiment dédiée pour les TPE et PME d'e-commerce. Voilà, on a créé un produit qui se veut très très simple. Je fais la suite avec les avantages, mais on a un produit très simple, très simple à installer, très simple à se servir au quotidien. On accompagne les TPE et les PME dans leur développement et on veut vraiment pouvoir qu'ils se concentrent vraiment, que les TPE et PME se concentrent sur leur activité et qu'ils ne soient pas focus sur le paiement en disant ça marche pas, machin. Nous, on veut vraiment que voilà, le paiement soit très facile et accessible à tout le monde. Et du coup, on vous accompagne. On a une équipe support qui est à Paris et qui est dédiée à l'accompagnement des e-commerçants très réactifs. Et enfin, la conversion, le troisième avantage, parce qu'on vous propose une solution de paiement qui va plus loin que simplement encaisser des paiements, mais qui vous permet aussi de vendre plus. Voilà, sur Payplug, pour vous donner une vision très concrète de ce qu'on fait, ça c'est une page de paiement Payplug d'un de nos e-commerçants qui s'appelle Shilton. Et là, on voit, voilà, il y a une belle page de paiement qui est bien personnalisée et qui est avec un design très sympa. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va vous parler de trois choses. La première chose, ça va être de faire un constat sur les réseaux sociaux en 2019, comment ça se passe en France. Deuxième point, on va vous parler de la stratégie, les trois étapes pour réussir sur les réseaux sociaux avec des conseils très concrets que vous allez pouvoir appliquer dès en sortant de notre webinaire. Et enfin, l'optimisation, les bons outils pour gagner du temps. Alors, comment ça va se passer? Là, on va faire 20 minutes qu'on a déjà entamé, mais du coup, il nous reste 17 minutes exactement, donc on pourra dépasser un peu sur cette partie-là. Et puis après, on vous réserve du temps à la fin, une dizaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, on y répondra avec grand plaisir. Et s'il y a des choses qui ne sont pas forcément très claires ou voulez aller encore plus loin, n'hésitez pas à nous poser des questions. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Alors, première chose, le constat, les chiffres des réseaux sociaux en France en 2019. Là, on va passer assez vite parce que c'est des choses qu'on entend très régulièrement. En France, en 2019, il y a 38 millions d'utilisateurs sur tous les réseaux sociaux confondus. C'est
plus de la moitié de la population française, c'est énorme. Un deuxième point, il y a 45% des 18-45 ans qui aimeraient pouvoir acheter sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un point, vous verrez tout à l'heure, on y reviendra et je pourrais illustrer un petit peu ce chiffre-là. Comment faire en fait pour pouvoir répondre à ce besoin? Et le dernier point, c'est que 88%, donc quasiment 9 personnes sur 10, consultent des avis de consommateurs avant de réaliser un achat. C'est-à-dire que votre réputation est aussi ultra importante et que sur les réseaux sociaux, vous avez tout intérêt à travailler cette réputation. Les réseaux sociaux, c'est pas seulement on pose du contenu, c'est aussi toute une stratégie à réfléchir et comment faire donc pour pouvoir vendre et pour pouvoir rassurer les clients. Ça, c'est ce qu'on vous expliquera plus tard. Et là, je laisse la parole à Anthony. Merci Maxence. Alors effectivement, on va voir quelques tips, quelques conseils assez concrets pour réussir sur les réseaux sociaux, donc vraiment dans un contexte, on va dire, un contexte de vente. Dans un premier temps, ce qu'on va avoir à poser vraiment, j'ai envie de dire noir sur blanc, ça va être la définition donc des indicateurs clés qui vont être si précieux et si finalement importants pour pouvoir justement affiner sa stratégie tout au long, on va dire, de la vie de l'entreprise. La liste en fait est non exhaustive, tout va dépendre en fait des objectifs. Cela va de pair avec les objectifs, qu'il s'agisse vraiment de notoriété de marque, de branding ou de vente. On va axer sur le reach, ce qu'on appelle vraiment la portée des publications, finalement combien de personnes on va atteindre, de connaître la portée réelle d'une publication. Cet indicateur-là, il ne remplace pas vraiment on va dire la donnée concernant tout ce qui est mention, parce que les mentions restent notamment un indicateur qui va être très important. Mais sans reach, sans portée, j'ai envie de dire, c'est vraiment le b.a.-ba, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. On va aussi avoir le nombre de clics. Donc, ça va être un indicateur clé qui va être basé vraiment sur, on va dire, la qualité du titre, par exemple, d'une accroche d'une publication, donc ce qui va provoquer en fait des clics et ce qui va créer du trafic sur un site ou encore sur un blog. Donc, c'est une façon vraiment d'attirer donc des visiteurs sur le site. Pareil, sans visite, il ne sera pas possible d'avoir de conversion, d'avoir de leads qualifiés d'ailleurs ou non. Mais les clics peuvent être nombreux, par exemple, et on peut avoir des likes plutôt faibles sur une publication, ce qui va indiquer, par exemple, un manque d'engagement. Donc, les deux vont être vraiment en relation, les deux vont être corrélés. On aura aussi donc le taux de conversion. Là, c'est vraiment ce qui va nous intéresser, qui va représenter en fait le pourcentage de visites qui ont apporté des conversions, qui ont apporté des ventes, et qui va être par exemple la fréquence à laquelle les visites sont conclues par un achat. Donc ça va être très important. Important aussi de connaître le pourcentage de trafic sur le site web ce trafic qui vient des médias sociaux, donc finalement de connaître le pourcentage, la part que représentent les réseaux sociaux dans les visites, de connaître en fait la provenance des visiteurs va être très très important. Et donc ça, c'est des informations qu'on va pouvoir extraire par exemple du Google Analytics, ce qui va donner les informations, on va pouvoir glaner des informations très précieuses, des informations vraiment clés sur la stratégie à adopter. Si effectivement une bonne partie du trafic des médias sociaux est là, on pourra rectifier notamment la fréquence et de savoir quel type finalement de publication fonctionne ou pas en fonction de tous ces chiffres. Donc ça va être très important de les poser vraiment noir sur blanc dès le départ et de vraiment s'y tenir. Ce qui va être important aussi, c'est de définir sa cible. Si on ne sait pas à qui on s'adresse, ça va être assez compliqué aussi de développer une stratégie. Donc, c'est de connaître en fait son audience cible. Pour ça, on va créer donc ce qu'on appelle un persona, qui va être un peu un portrait robot, qui va être un profil type fictif, qui va représenter un segment marketing ou un segment produit. On peut avoir un persona ou plusieurs personas, tout dépend en fait de son activité. Donc, ce persona va être assez précis, il faut qu'il soit assez précis, c'est-à-dire, je ne sais pas, Marie, 35 ans, cadre CSP, CSP+, qui a un fort intérêt pour les logiciels de RP. Plus on en saura sur ce persona, plus on va l'enrichir et plus il sera en fait simple, il sera plus simple de taper dans le mille, on va dire, et d'adresser le bon message à la bonne personne.
Donc, c'est pour délivrer vraiment un message qui va être pertinent et qui va être bien en phase aussi avec sa ligne directrice, avec sa ligne éditoriale. Savoir aussi finalement où situe sa cible, sur quel réseau social, parce que la première erreur que l'on peut voir, c'est de surinvestir en fait le terrain des réseaux sociaux et de vouloir être absolument présent sur tous les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. On va plutôt privilégier 2 à 3 réseaux sur lesquels on va avoir une vraie présence et vraiment finalement concentrer son énergie et concentrer vraiment ses publications sur ces réseaux-là. Donc effectivement, ce qui va être plus ou moins, ce qui va être adéquat, par exemple les pages entreprises Facebook, on va dire que nous, en règle générale, à 80% du temps, on les inclut dans une stratégie, parce que c'est mathématique. On a forcément ses clients sur Facebook, de manière générale, hein, c'est plus de 2 milliards de personnes sur Terre, donc B2B, B2C, on a quand même ces aspects-là qui rentrent en ligne de compte, et on a forcément des clients, et encore une efficacité, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Voilà, et Instagram, bien sûr, qui va de pair. Éventuellement Snapchat, si on a vraiment, si on a la cible, hein, une cible plutôt jeune, des fois. très très jeune, 16-25 ans, et si on officie vraiment en B2B, là, ça sera une vraie opportunité pour une marque. Et enfin Pinterest, qui va être très intéressant dans le cadre du e-commerce. Aujourd'hui, Pinterest, c'est 4e source de trafic e-commerce aux US, par exemple. Donc, et ça commence à venir assez fort en Europe. Donc, on aura tout intérêt pour un e-commerçant d'aller créer un catalogue, comme un catalogue produit, on va dire, sur Pinterest. L'audience, l'outil statistique, l'outil Inside aussi va nous donner des données sociodémographiques. L'outil est plutôt bien conçu et va facilement nous permettre de cerner notre audience avec ces données sociodémographiques et aussi qui va nous donner des éléments, par exemple, sur savoir quand est-ce que nos fans sont connectés, ce qui va permettre de savoir plus facilement quand poster et maximiser en fait maximiser l'impact de nos publications. Et donc cet outil, on le retrouve dans le Business Manager de Facebook. Donc il faut avoir le Business Manager, il faut se créer un compte sur le Business Manager. Tout à fait. Et très pratique quand tu parlais de persona, justement, quand on ne connaît pas trop son persona, de pouvoir commencer avec l'outil statistique d'audience en rentrant les centres d'intérêt et ça va nous définir un peu notre cible, nous donner des âges, etc. Et ça permet de donner une première vision. Tout à fait. L'étape suivante, ça va être de faire un petit recensement en fait sur l'efficacité aussi qu'on peut avoir sur sa communauté, sa capacité à engager sa communauté. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt aujourd'hui à avoir une très grosse communauté si elle n'interagit pas avec nous. Donc, ce qui signifie finalement d'avoir la possibilité de toucher une audience assez large. Mais si celle-ci ne s'intéresse pas à nous, c'est un petit peu ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau. Ça va servir à rien. Donc, il est important d'engager ces cibles. Ça va être un critère primordial, aussi bien en branding, vraiment sur la notoriété de marque, que pour aller espérer vendre. C'est de savoir finalement si on arrive à fidéliser sa communauté et si sa communauté finalement est en capacité d'aller promouvoir les différents contenus de l'entreprise. Bien sûr, si on arrive à faire grossir la communauté de façon, on va dire, harmonieuse, et si on a une taille suffisamment importante, bien sûr que ce sera mieux. Je ne dis pas que la taille de la communauté n'importe pas du tout, elle apporte quand même, mais ce sera un critère qui arrivera un petit peu, on va dire, au second plan. Il vaut mieux finalement avoir une centaine de personnes très actives plutôt qu'avoir des milliers qui n'interagissent jamais. Donc, ça passe aussi par exemple, une variation aussi de contenu et de façon assez régulière pour engager sa communauté, de lui poser des questions ouvertes, de lui poser des questions fermées et de l'impliquer. Parce que on met de l'humain aussi derrière. C'est important de savoir qu'il y a des humains qui animent derrière. Et quelle que soit, je trouve, la marque que l'on est, même si on est une marque, parfois, notamment les marques de luxe, avaient tendance à paraître un petit peu inaccessibles. Et je trouve que plus on avance et plus elles ont compris qu'elles ne pouvaient pas rester dans leur tour d'ivoire et sur les réseaux sociaux, elles étaient obligées d'aller parler un petit peu à leur communauté, d'avoir vachement de proximité. Bien sûr. En effet, oui. Ouais. Plus on va créer un univers finalement autour de la marque, autour de produits, et plus finalement on va arriver à la fédérer et vraiment, voilà,
comme on dit toujours, la communauté a ce sentiment aussi d'appartenance. Donc là, il faut la respecter. Donc, il va falloir aussi avoir une vision aussi sur ces taux d'engagement. Facebook, par exemple, ou même encore Twitter, vous indique par exemple le taux d'engagement que vous avez sur chaque post. Mais c'est bien de connaître aussi ce mode de calcul pour aussi avoir un taux de référence sur l'ensemble, on va dire, des posts qui ont été effectués. Et le calcul sur un post va être le suivant, en fait. On va additionner toutes les personnes engagées, donc les likes, les commentaires, les partages et les clics. On va diviser par la portée ou l'impression, suivant sur quel réseau on se trouve, et on va multiplier par 100. Et on aura donc ce taux d'engagement. Donc après, il faut savoir aussi que les taux d'engagement baissent en proportion, par exemple sur les pages de marque Facebook, baissent en proportion quand on a de plus en plus finalement d'abonnés, quand la taille de sa communauté grossit. Sur des pages, des grosses pages, 100 000, 500 000, etc., on a des taux d'engagement qui sont beaucoup plus faibles en proportion, qui sont de l'ordre de 0,10, 0,15, 0,20. Voilà, alors que sur des pages, on va dire, on a entre 500 et 1000 femmes, on est plutôt sur du 2%, 2,5%. Donc voilà, c'est bien de connaître ce mode de calcul. Ça va être aussi une question de ressources et de savoir finalement combien de temps on a alloué aux réseaux sociaux. En règle générale, on va plutôt prévoir 30 minutes par jour par réseau social. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on ne va pas investir tous les réseaux sociaux non plus, parce que sinon ça va être très chronophage, on va y passer énormément de temps. Et de savoir aussi si on a les ressources nécessaires. Tout va dépendre aussi de la taille de l'entreprise, les ressources nécessaires. Par exemple, si on a un salarié qui a les compétences justement pour du graphisme, s'il a des compétences en photographie, pour aller alimenter par exemple un compte Pinterest ou un compte encore Instagram, est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour faire ce travail? Parce que sinon, ça va être assez compliqué finalement d'investir le terrain de ces réseaux-là. Donc, est-ce qu'on a les ressources en interne? Est-ce qu'il faut se former? C'est toutes des questions aussi qu'on doit se poser. Donc, c'est bien de se lancer effectivement sur un réseau social à la fois pour justement pas se sentir, on va dire, se sentir dépassé. Ce qui nous amène aussi à maximiser en fait l'utilisation de chaque réseau social. Aujourd'hui, effectivement, et c'est un vrai constat, 80% des utilisateurs Instagram consultent les stories aussi souvent qu'ils mettent à jour leur fil d'actualité. C'est devenu un outil efficace et pour les marques et notamment pour les équipes de contenu, ils se sont engouffrés, on va dire, dans la brèche et de plus en plus, les équipes de contenu créent des stories, ce qui donne finalement une plus-value aussi à la stratégie de contenu. Donc, on peut créer du contenu en fait qui va être spécifique et qui va être vraiment ciblé et qui va offrir un vrai contenu exclusif et on va donner une vraie plus-value et on va atteindre aussi une audience nouvelle. Il faut le savoir aujourd'hui, les réseaux sociaux vont jouer un rôle de plus important justement dans la façon dont les consommateurs réagissent avec la marque, on en a parlé tout à l'heure, le fait de découvrir les produits aussi de la marque et finalement de prendre de vraies décisions d'achat. Et donc les stories vont être extrêmement importantes dans ce processus et de plus en plus dans un processus, on va dire, vraiment de shopping. Donc bien sûr, il ne faut pas en abuser non plus. En règle générale, 4 stories par semaine, c'est un bon nombre, c'est plutôt bien. On donne déjà une fréquence suffisante. Trop, au-delà, on va finalement s'habituer, les fans peuvent s'habituer à cela et s'attendre justement à une même fréquence de contenu. Et dès que ça retombe, c'est un peu le soufflet qui retombe justement. Ça peut être une manière finalement d'avoir une communauté qui est stagnante, voire même qui peut baisser. Donc c'est important aussi, comme dans le fil de discussion, c'est valable pour les stories, d'avoir une variation de contenu, on va dire, très importante, d'alterner par exemple les vidéos et les photos, qui va permettre déjà de ne pas lasser sa communauté et de donner aussi une vraie plus-value. On en a parlé tout à l'heure, il y a ce sentiment d'appartenance, parce que les réseaux sociaux donnent cette possibilité de renforcer le sentiment d'appartenance à la marque. Il y a un vrai canal d'interaction avec les clients. Et moi, je vous donne un conseil. Donc là, on a mis un exemple, c'est un marchand Payplug prêt à pousser. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil à la marque qui s'appelle Make My Lemonade, qui est un marchand Payplug également.
et qui cartonne sur les réseaux sociaux. Pardon. Effectivement, très intéressant. Donc les systèmes publicitaires aussi sont à regarder de près, hein, que ce soit du Facebook Ads qui va de pair avec Instagram Ads, etc. Ils peuvent être efficaces, mais il y a des questions aussi à se poser, c'est de savoir en fait quel est le but aussi quel est le but de sa campagne. Est-ce que c'est bien de convertir ou de générer aussi du trafic? On va définir en fait les objectifs de campagne tout simplement. C'est toujours comme dans toute stratégie une question d'objectif. De choisir vraiment le format publicitaire qui va être important. Est-ce que par exemple sur Facebook, il peut être intéressant de faire de la promotion de page, donc pour faire grossir sa communauté de façon harmonieuse. Bien sûr, on ne parle pas d'acheter des fans, on parle bien de promotion, de cibler vraiment les destinataires de la pub avec précision, que ce soit leur rayon géographique, que ce soit les données sociodémographiques, les centres d'intérêt. C'est de définir aussi un budget, un calendrier, de fixer aussi une enchère. On peut commencer, on peut commencer par là, avec des budgets relativement faibles au début, agir un peu en test and learn et voir comment ça répond, et augmenter un peu les budgets. Et ensuite, on va être vraiment sur de la planification de campagne. Et ensuite, encore une fois, ce qui va être important, c'est de suivre les performances pour mesurer le ROI et définir aussi ces indicateurs clés qui vont être si importants pour définir ce ROI. Et tu conseilles quoi comme budget pour une première campagne, quelqu'un qui veut se lancer? C'est souvent une question qu'on a d'ailleurs. On peut mixer sur des budgets, on va dire, qui varient au départ assez faibles, de 50 à 75 euros TTC par mois, avec déjà une promotion de page pour capitaliser sur du like et faire grossir la communauté, et un boost, par exemple, d'une publication vraiment qui sera propre à l'entreprise, qui aura été créée par l'entreprise, que ce soit une vidéo immersive, un article de blog, etc. Pas sur de la curation de contenu, ça va servir à pas grand-chose, mais voilà, sur du contenu en propre, d'aller booster une publication, sortir un peu la tête de l'eau et vraiment booster par rapport aussi à ces algorithmes. Ça va faire gagner des fans, c'est plutôt cool ça. Tout à fait, absolument. Donc il va y avoir aussi cet intérêt-là. Ça, du coup, c'est les différentes plateformes sur lesquelles on peut faire des campagnes de publicité sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Il y a Facebook, il y a Instagram qui se gère depuis le Business Manager, toutes les deux, parce que c'est la même entité. Et également Snapchat et aussi Pinterest qui permet aussi de faire de la pub. Tout à fait. Là aussi, on a un exemple, c'est qu'on peut cibler une audience qui sera performante sur Facebook. On en parlait justement tout à l'heure. Si effectivement on lance une première campagne et on ne sait pas qui cibler, quelle audience cibler, et si on a déjà du trafic, il y a déjà de l'historique sur le site ou sur le blog, on peut se servir, tout à fait, on peut se servir justement de cette audience pour faire du reciblage, du retargeting dans le jargon. Par contre, en revanche, si on est dans un lancement de projet et qu'on n'a pas de trafic du tout, là on peut créer une audience, on va dire, grâce aux outils Insight, aux outils statistiques, et de créer une audience que l'on va sauvegarder. Et toujours du coup, dans ce conseil numéro 2, il y a un truc qui est hyper bien et que tout le monde ne pense pas forcément à faire, c'est d'aller capitaliser sur la curation pour construire sa crédibilité. La curation, c'est quoi? C'est d'aller chercher un contenu qui existe et de le publier via son compte, Facebook, Instagram ou autre. Pourquoi faire de la curation? La première chose, c'est de publier un contenu sans effort. En fait, parfois, quand on a beaucoup de contenu à produire dans la semaine, si on essaye de publier tous les jours, et comme tu disais, il ne faut pas que ça prenne une demi-heure par jour, c'est pas trop chronophage. Parfois, on n'a même pas le temps de trouver un nouveau contenu et on arrive un peu, on n'a pas de nouveauté à montrer, on n'a plus grand-chose à montrer, et d'aller chercher en fait un contenu qui existe déjà, qui est de qualité. Ça nous permet de gagner du temps et de toujours garder sa ligne éditoriale si on choisit le bon contenu. Et en fait, si vous choisissez le bon contenu, ça a aussi l'avantage, ça va vous positionner en tant qu'expert. C'est-à-dire que vous êtes capable d'aller chercher du contenu existant de qualité que votre communauté n'aurait peut-être jamais trouvé si vous ne lui avez pas poussé. Et elle va se dire, ah cool, en plus de créer du bon contenu, il apporte des choses que je ne savais pas, il va me chercher les bonnes informations. Et ça, c'est vraiment un plus en tant que marque. Et le troisième point qui est vraiment top, et qui est du coup relié avec les obligations de la curation. Quand vous faites de la curation, vous devez absolument citer l'auteur du contenu, sinon vous allez avoir des ennuis avec les différentes marques et influenceurs qui postent. Mais en fait, c'est plutôt une bonne chose de faire ça parce que vous allez pouvoir dire à l'auteur, ok, j'aime beaucoup ce que tu fais, est-ce que
est-ce que ça te dirait que je partage ton contenu sur mon compte? Comme ça t'offrira de la visibilité. Et cette même personne, en échange, vous pouvez aussi lui dire, bah, si à un moment tu as besoin de curation et que tu aimes bien mon contenu, n'hésite pas à le publier, c'est avec plaisir qu'on le fera. Nous, bah, avec Anthony, c'est comme ça qu'on s'est connus. D'ailleurs, Anthony publiait, partageait nos contenus et on a trouvé ça sympa, on a commencé à échanger et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est là en webinaire. Mais voilà, c'est comme ça que se créent des partenariats, des relations et c'est un échange. Et cet échange, il va pouvoir aussi vous permettre de grandir, de croître grâce à des partenaires. Hop. Toujours pour maximiser l'utilisation de chaque réseau social, tout à l'heure en intro, je vous parlais de 45% des 18-45 ans qui voulaient acheter directement sur les réseaux sociaux. Du coup, ce qu'il faut faire en fait, c'est d'aller vendre directement vos produits depuis les réseaux sociaux et pas justement de dire je publie mais je ne fais pas de lien avec mon business et ma boutique, mais je publie et la personne, si elle est intéressée, elle peut directement les acheter en fait. Parce qu'on ne se mente pas, le but final quand même des réseaux sociaux, c'est au final de créer de la conversion. On vous propose deux outils. Le premier, c'est ajouter un bouton de paiement dans votre boutique Facebook. Je vais vous l'illustrer après, ce sera plus simple. Le deuxième, c'est proposer un tunnel de vente in-app, c'est-à-dire que l'utilisateur, quand il va commencer à faire une conversion sur Instagram, par exemple, il ne va pas sortir du site pendant tout le tunnel de commande. Il ne faut pas qu'il sorte non plus au moment du paiement. Ça, je vous l'explique en deuxième lieu. Je parlais du coup du bouton de paiement. Le bouton de paiement, c'est quoi? C'est, par exemple, là, on est sur la boutique Facebook d'un marchand Payplug. Et quand on crée une boutique Facebook et un produit Facebook, on peut mettre plusieurs photos. On peut mettre le détail d'un produit. Et à la fin, le dernier truc, c'est de mettre un lien derrière ce bouton « Payer sur le site web ». D'habitude, ce lien, il va renvoyer vers le site web. En fait, on va renvoyer à nouveau vers la fiche produit. Et du coup, la personne a déjà été convaincue sur notre boutique Facebook, sur la fiche produit Facebook, et on la renvoie vers le site où elle doit créer un compte, choisir son mode de livraison, payer, etc. Nous, ce qu'on vous propose, c'est derrière ce bouton-là, renvoyer directement vers une page de paiement. C'est une fonctionnalité qu'on offre chez Payplug, c'est-à-dire qu'on va vous offrir une page de paiement qui peut prendre des informations pour la commande, donc le nom, prénom, adresse, code postal, etc., des commentaires si vous avez besoin si le client a besoin de détailler une taille ou quoi que ce soit. Et ça, du coup, vous avez une belle boutique sur Facebook, vous voulez vendre directement, bah, vous n'avez plus à vous servir de votre site internet, vous pouvez avoir des conversions qui se font directement de Facebook, directement sur la page de paiement, et vous limitez toute la perte de personnes qui vont abandonner parce que le process de commande va être trop long. Ça, c'était le bouton de paiement Payplug. Deuxième point, c'est la commande in-app. Donc, comme je vous le disais, si vous vendez un produit sur, imaginons, vous publiez un contenu sur Instagram, vous taguez, vous identifiez un de vos produits, vous savez, c'est quand on tape et du coup on voit quel produit est dans la publication, et là la personne commence à acheter. Donc elle arrive sur votre site, tout ça, ça reste in-app. Vous voyez là les petits hauts arrondis là en haut de l'image, ça veut dire qu'on est encore dans l'application. Donc on achète, la personne rentre toutes ses informations, etc. Et à la fin, la plupart des solutions de paiement vont recharger Google Chrome ou Safari pour payer. C'est-à-dire que leur solution n'est pas intégrée dans une application comme Instagram, et du coup, ça réouvre une page qui peut donner un sentiment peut-être de pop-up qui peut s'ouvrir, c'est pas toujours agréable, et même ça casse l'expérience en fait de tout ce qui s'était passé dans l'application et d'un tunnel de commande très fluide. Donc, c'est important d'avoir une expérience qui est fluide et qui va jusqu'au paiement où tout se passe dans Instagram. Sur le conseil numéro 3, je te laisse la parole. Un des derniers points, Maxence, effectivement, c'est de travailler avec les influenceurs et de mener une campagne de marketing d'influence. Donc la difficulté va être en fait d'identifier les leaders d'opinion et les influenceurs en fait de son secteur d'activité. Ça va être la première, on va dire, difficulté, d'identifier les bons influenceurs qui vont nous permettre justement d'aller faire résonner le contenu et de montrer vraiment les produits. Il faut savoir que les influenceurs et les leaders d'opinion aujourd'hui sont, on va dire, un peu les stars, on va dire, des réseaux sociaux et vivent souvent, on va dire, dans une grande majorité du placement produit, mais pas que, aussi du contenu, on va dire, sponsorisé. Là, il va s'agir de mettre en place une communication qui va être assez simple, mais qui va s'avérer vraiment très efficace. Les influenceurs vont participer en fait à la promotion de la marque ou la promotion de l'entreprise. Et qui doivent avoir justement pour followers des personnes qui sont justement dans leur cible,
L'intérêt, bien sûr, c'est aussi une des conditions sine qua non d'avoir une ligne éditoriale qui soit proche de la marque. Sinon, si on est vraiment aux antipodes de la ligne éditoriale de l'influenceur, ça va être très compliqué, ça ne sera pas cohérent. Et donc, l'avantage des influenceurs aussi, c'est qu'ils ils bénéficient aussi d'une population, on va dire, qui leur sont fidèles, notamment comme les micro-influenceurs, qui arrivent avec leur proximité, on va dire, avec leur communauté, arrivent à vraiment engager en proportion aussi fort, voire même plus fort que des macros ou des méga influenceurs. Donc, ce qui va être vraiment bénéfique pour la marque. On peut, par exemple, donner un code promo à des influenceurs pour qu'ils utilisent justement ce code et que leurs followers soient, on va dire, incités. On a beaucoup d'entreprises qui le font et de plus en plus pour accroître, stimuler en fait le chiffre d'affaires, accroître leur business, surtout sur le e-commerce et les boutiques en ligne. On peut également intéresser les influenceurs, par exemple, avec un pourcentage de vente, ce qui va les motiver, ce qui va pousser aussi à mettre en avant de façon constante les produits. Donc l'identification, effectivement, elle va se faire, il y aura un travail quand même d'investigation, c'est d'aller savoir, on parlait des bons influenceurs, c'est pas péjoratif ce qu'on dit, c'est-à-dire les bons qui ont réellement, qui sont crédibles et qui ont réellement une vraie légitimité sur leur secteur d'activité. Est-ce que ce qu'ils avancent, on va dire, est vrai? On n'est pas sur du fake followers. Est-ce qu'ils ont de la résonance? Est-ce qu'ils ont de l'engagement? Donc c'est tout ce petit travail d'investigation qu'il faudra aller voir. Est-ce qu'ils engagent leur communauté? Est-ce qu'ils ont aussi du sentiment positif autour du mouvement qu'ils ont autour de leur publication? Donc ça aussi, ça va être très important. Donc il y a des outils, effectivement, par exemple, surtout sur Twitter, on aura un outil qui s'appelle FollowerWonk, qui va permettre d'aller avoir une première lisibilité selon une thématique ou selon un hashtag, une première lisibilité sur des comptes, des potentiels influenceurs qui pourraient s'entendre, on va dire, avec votre marque et qui pourrait être intéressant pour la marque. Ouais. Et un deuxième outil, moi, que je vous conseille, c'est Social Blade. En fait, ce que disait Anthony, donc de voir si les bons et les moins bons influenceurs, il y a un outil qui est très simple de voir si l'influenceur a triché pour gagner des fans ou pas. Vous allez sur Social Blade, vous tapez son nom, vous allez arriver sur son profil, vous allez avoir une courbe d'abonnés. Et là, ce qui est intéressant, c'est de regarder s'il y a eu des pics à un moment ou à un autre. S'il y a eu des pics, vous allez voir sur son compte Instagram. Vous regardez à la date où il y a eu un pic, s'il y a eu quelque chose de particulier, en partenariat avec une marque, un jeu concours, etc. S'il n'y a pas de jeu concours ou quoi que ce soit, c'est que la personne a acheté des fans. Donc vous pouvez dire au revoir à cet influenceur-là parce qu'il ne joue pas le jeu en fait. Il ne joue pas le jeu, vous allez dépenser de l'argent pour pas grand-chose. Voilà. Et enfin, la productivité, c'est aussi c'est quelque chose d'assez primordial, d'optimiser son temps. On parlait tout à l'heure d'optimiser le temps. Il ne faut pas que ce soit trop chronophage, il ne faut pas y passer trop de temps. Il va falloir mettre en place les bons outils. Alors les outils qu'on peut conseiller, moi je l'utilise depuis quasiment 10 ans. Et aussi on l'utilise pour nos clients, c'est Sprout Social, qui est un outil de social media management qui va permettre de gérer l'ensemble des réseaux sociaux depuis, on va dire, une seule tour de contrôle, depuis un seul outil, qui va permettre d'interagir depuis cet outil-là, de programmer aussi les publications aux heures, à des heures et des jours que l'on souhaite. Et aussi, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre en place sa veille avec des flux RSS, notamment avec Feedly, ce qui est très intéressant. Feedly, qui est cet outil de veille qui permet de faire de la curation de contenu. Donc, il va permettre de gagner du temps et d'avoir, on va dire, les bons contenus, de pouvoir les trier en temps et en heure, et de pouvoir les repartager dans sa communauté. Et aussi, le gros intérêt de Sprout Social, ce sont ces rapports, des rapports personnalisés qu'on va pouvoir exporter. On va pouvoir se comparer aussi aux autres, aux concurrents, et on va pouvoir avoir l'ensemble des KPI, l'ensemble des indicateurs clés, pouvoir les exporter. Si, par exemple, on a une présentation à faire à sa hiérarchie, il y a un côté aussi un peu data visualisation, c'est plutôt vraiment bien fait et propre, et ça permet d'avoir une belle présentation et d'avoir des indicateurs clés en temps et en heure et de les surveiller. Donc, Sprout va être très indiqué. Enfin, je voulais vous parler aussi de Swello, je l'appelle un peu l'étoile montante, le Frenchie, qui est un outil aussi de social media management et qui permet de programmer aussi ses messages sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et on a de plus en plus de fonctionnalités sur l'outil, ça s'étoffe de plus en plus. Et aussi, outre cette programmation de posts,
l'outil fait office aussi de coach, en fait, en ce qu'on appelle en quality grade, et qui va conseiller sur la création des posts, d'analyser les posts qui sont, on va dire, les plus pertinents, et de conseiller sur la structure, en fait, sur la structure des posts, qui va être bien pratique. Et puis, bien sûr, voilà, des rapports sur l'engagement, et aussi les meilleures publications, et l'ensemble de ces indicateurs clés. Swello est très, très intéressant dans ce cadre-là. Très bien. Sur la conclusion, si on doit conclure, c'est absolument de faire un audit de ces réseaux sociaux. S'il y a de l'historique, de recenser tout ce qui a été fait, toutes les actions, de recenser tout le contenu qu'on a à disposition, de savoir un peu où on en est, de savoir si on a une audience engagée ou pas. De maximiser aussi l'utilisation de chaque réseau social. On ne va pas surinvestir le terrain de tous les réseaux sociaux, on va plutôt en privilégier 2, 3 grands maxi et un réseau social à la fois. On va aussi essayer de travailler avec des influenceurs et des leaders d'opinion sur des marchés vraiment bien précis et des secteurs bien précis. On va essayer de les recenser vraiment et de mener ce petit travail d'investigation, de savoir s'ils sont potentiellement vraiment intéressants et si on va pouvoir créer un programme influenceur avec eux et créer un partenariat. Et enfin, voilà, de gagner en productivité avec les bons outils. Tu as parlé de Social Blade, effectivement, tout à l'heure, qui va être très intéressant sur l'aspect influence. Sport Social ou encore voilà, Swello, qui va être aussi intéressant pour gagner et maximiser l'impact de ces publications. On n'est jamais trop prudent. Il faut pour être très efficace, il faut planifier ses posts à l'avance. Rien de tel que de se dire qu'est-ce que je vais poster demain. Et là, on a une présence qui s'étiole pour avoir une présence qui est à zéro. On n'y arrive plus. On nous oublie très vite sur les réseaux sociaux. Tout à fait. La régularité paye. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, on va passer aux questions. On a une première de Dominique Leblanc. Où trouver l'outil statistique d'audience de Facebook? Eh bien, comme on le disait tout à l'heure, il faut créer un compte sur le Business Manager de Facebook. Et après, il va se trouver dans le menu burger qui est en haut à gauche. Soit ça s'appelle statistique d'audience si vous êtes en français, soit ça s'appelle Audience Insight. Et là, après, dans cet outil, vous avez plusieurs critères. Déjà, bien choisir le pays parce que de base, il va vous mettre sur les États-Unis. Et ce qui est intéressant, si vous avez déjà en plus une page Facebook, c'est que vous allez pouvoir analyser votre audience de manière assez précise. Ambre, dans l'idéal, à quelle fréquence faut-il poster sur Facebook? Je te laisse répondre. Il n'y a pas de règle vraiment à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui changent de façon incessante. Le plus n'est pas le mieux, mais il faut quand même poster assez souvent, être régulier. Trop, effectivement, on va être intrusif et on va noyer en fait ses fans et on va noyer ses abonnés. Donc non. J'ai envie de dire sur Facebook, sur une page de marque, ça sera au moins 3 fois par semaine. Donc il y a de varier le contenu, effectivement, curation de contenu plus contenu en propre. Varier le contenu, ça veut dire le varier à l'extrême, GIF animé, vidéo, si c'est possible, article de blog, etc., etc. Sur Twitter, ça va être à peu près entre 2 et 4 tweets par jour. Sinon, on va vite être noyé. Tu as une belle communauté sur Twitter, donc je pense que... Tout à fait. Sur Twitter, c'est là où on a le plus d'influence. On a une communauté super, d'ailleurs une communauté vraiment bienveillante. Et on arrive vraiment à avoir de très beaux échanges et d'arriver à diffuser de l'information en un minimum de temps. Mais voilà, entre 2 et 4 tweets. Voilà. Donc ça demande quand même. Et quand tu dis 2 et 4 tweets, ça peut être aussi des réponses à des marques ou c'est plutôt des personnes ou c'est vraiment des tweets qui proviennent que tu crées voilà. Alors, ça peut être mixé, effectivement. Ça peut être du reply, ça peut être de la réponse. À des partenaires, des influenceurs. Exactement, mais sinon, il va y avoir aussi cette diffusion de contenu, soit en propre, soit de création de contenu. Il faut donner toujours de l'information utile et sur Twitter, c'est valable aussi. Alors, on a une autre question. Aujourd'hui, avec l'algorithme de Facebook et Insta, quelle est la portée d'un post? Je peux répondre, peut-être que tu pourras compléter, mais alors déjà, aujourd'hui, quand on est une marque et qu'on a une page Facebook, de plus en plus montre de moins en moins les posts pro venant de professionnels parce qu'ils veulent monétiser l'audience. Mais comment ça marche? Ça change, c'est une boîte noire. Moi, c'est ce que j'ai entendu partout et je pense que c'est vrai parce que je l'ai testé.
Au début, ils vont montrer, vous postez, pendant la première heure, ils vont monter à peu près 10% de votre audience. Ils vont mesurer ensuite l'engagement que vous avez eu pendant cette heure-là. Et en fait, ils vont regarder, OK, il y a eu tant de clics, tant de likes, tant de commentaires. Si vous avez beaucoup d'engagement sur cette période-là, ensuite, ils vont diffuser au reste de votre audience. C'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas si tu as un peu ce… C'est exactement ça. Il faut savoir aujourd'hui qu'un post, par exemple Facebook, a à peu près une durée de vie de 3 à 5 heures en moyenne. Et ça, je dis ça vraiment par expérience. Donc après, tout dépend aussi de la présence de liens dans l'article, la présence de visuels, la fraîcheur du contenu. Le premier like va toujours être le plus difficile à obtenir. Vont se suivre les autres, etc., etc. Donc, c'est très difficile, ce qu'on appelle le EdgeRank sur Facebook, de connaître vraiment complètement à 100%. Et moi, ce que je vois à peu près, hein, souvent, c'est quand on poste, en moyenne, c'est à peu près 10%. Et c'est souvent ça, du coup, sauf si on a un post vraiment qui explose, mais ça va être entre 10 et 15% qu'il va avoir de portée, en fait. De portée. Donc, ça reste, en fait, à peu près sur les 10% qu'il y a au début. Et ça augmente un petit peu, mais c'est vrai que quand on parlait des publicités, c'est vrai que la publicité permet vraiment d'aller exploser ça. Moi, je bossais pour une marque de vêtements avant, et un jour, j'avais boosté une publication organique et j'avais obtenu 2000 likes parce que j'avais été ciblé plus large, en fait, plus loin. Et voilà. Mathilde qui nous demande, est-ce qu'on a déjà expérimenté les influenceurs, car je vends des produits et même en triant bien avec les influenceurs, ils ont des résultats très médiocres. Il peut y avoir de l'engagement, mais pas d'achat derrière. Alors, on en parlait avec Anthony avant le webinaire. Moi, du coup, dans la même marque où je travaillais, j'ai eu l'expérience de travailler avec des influenceuses. Je leur envoyais des vêtements et elles le postaient. On mettait un code promo pour suivre la conversion, en fait, sinon il n'y a aucun moyen de suivre la conversion. Et on disait, voilà, on vous donne des vêtements, en échange, vous faites un post, vous mettez un code promo et nous, on verra si ça a marché. Et bien, les premiers qu'on a fait, ça n'a pas marché. Mathilde, j'étais dans le même cas que vous. Ce qui s'est passé, en fait, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est déjà qui vous choisissez. Il faut absolument choisir quelqu'un qui a une communauté qui est ultra engagée. Mais quand je dis ultra engagée, il faut limite regarder si ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui commentent. Quand la personne commente, enfin met un post sur Instagram, sur Facebook, il faut qu'il y ait une tonne de commentaires plus que de likes. Parce que les likes, déjà, ça peut venir de robots. Voilà. Et ça peut être aussi des gens qui likent, mais parce que ça passe dans leur feed et puis ils font pas vraiment attention aux produits, ils trouvent ça joli, c'est tout. Quand il y a des gens qui commentent, c'est un engagement qui est bien plus important et ça montre que l'influenceur a une belle communauté. Du coup, quand j'ai eu ces premiers résultats avec des influenceuses sur Instagram, je me suis dit, OK, ça marche pas, mais je vais essayer autre chose. Et j'ai essayé de faire avec une influenceuse qui est aussi blogueuse et qui avait une belle page sur Facebook. Et elle, pour le coup, quand elle postait une tenue avec les vêtements de la marque, elle racontait une histoire. Elle n'était pas seulement genre, j'enchaîne les posts en montrant les marques. Elle expliquait vraiment pourquoi elle aimait la marque. Et elle faisait tout ça, toute une histoire, et elle faisait vraiment du storytelling par rapport à ça. Et là, après, ça a super bien marché. On a eu un ROI de 4, je crois. Donc, c'était vraiment pas mal entre ce qu'on investissait et ce qu'on récupérait derrière. Donc, vraiment, c'est même si la personne a fait une story, il ne faut pas seulement qu'elle fasse une story en disant hey, vous avez un code promo. Sinon, c'est grillé et tout le monde, en fait, si vous voulez, les communautés, au bout d'un moment, elles en ont marre de voir tout le temps du placement de marque. Si c'est juste comme ça, une publicité. Par contre, si c'est raconté et que l'influenceur explique pourquoi vraiment il aime la marque, là, ça a du sens. Tout à fait. Moi, j'ai un petit retour d'expérience par rapport à ça. On a géré des campagnes de marketing d'influence pour un acteur de la décoration, sur du textile haut de gamme. Et en fait, on a choisi d'identifier des nano-influenceurs qui avaient des communautés de moins de 5000 abonnés, voire même moins de 1000 abonnés, et qui étaient vraiment des fans de la marque. Sur Pinterest et sur Facebook, on a vraiment créé un vrai programme influenceur avec eux, avec de la dotation sur certains produits. Et en échange, donc avec une assistance de notre part, des visuels de qualité, avec une certaine fréquence qui était de 3-4 par mois, justement pour aller faire résonner ce contenu dans leur communauté. Résultat des courses, avec finalement peu de budget sur de la dotation, on est arrivé à avoir
un trafic qui a été augmenté de à peu près 1,5 et on a multiplié les ventes quasiment par 2 sur 4 mois. Ouais, c'est pas mal ça de faire un pack et tu t'assures en plus de la qualité du contenu et de l'image de marque que tu veux transmettre derrière. Ouais, donc ça, c'est un exemple. Donc vraiment sur du nano, hein, ce qu'on appelle du nano-influenceur, on l'appelle comme ça. Après, c'est sur vraiment des fans de marque, des fans de la première heure qu'on n'a pas eu de mal à convaincre puisqu'ils étaient déjà très fans de la marque. C'est hyper cool. Élodie Roset, avant de faire de la pub Facebook pour générer du trafic, vous conseillez donc de commencer par de la pub pour de la promotion de likes. Non, pas forcément en fait. Je sais pas ce que tu en penses, mais ça peut aller de pair avec des boosts de publication et faire la promotion de la page pour justement en amorce aussi aller cibler une certaine audience précise qui va faire que vous allez faire grossir votre communauté de façon harmonieuse. Donc ça peut être simultanément en menant une campagne justement sur de la capitalisation vraiment sur de la portée, sur du reach, sur des publications et de la promotion de page qui va assurer aussi, qui va faire c'est du branding et de la notoriété qui va faire grossir la communauté. Et ce que je trouve aussi pas mal, Élodie, c'est au début, surtout si vous n'avez pas d'audience au tout début, vous pouvez vous servir de faire un objectif de campagne d'interaction, du coup, c'est pour obtenir de likes sur votre publicité. Et après, vous pouvez aller vous servir de toutes ces interactions-là, de cette audience-là, pour créer soit une audience pour faire de la pub en lookalike, donc trouver des personnes qui ressemblent à toutes les personnes qui ont interagi avec la pub, ou soit pour faire du retargeting de toutes ces personnes-là. Et ça, c'est intéressant parce que les campagnes avec un objectif d'interaction ne coûtent pas cher du tout et ça vous permet de générer une audience qui va être qualifiée. Palma Ferracci, où se trouve le bouton Payplug? Le bouton Payplug s'appelle le bouton de paiement, c'est dans votre back-office Payplug. Palma, je ne sais pas si vous êtes cliente Payplug, mais en tout cas, vous pouvez m'envoyer une question sinon à mgodard, Godard, @payplug.com ou plus simple encore à l'équipe support@payplug.com. Lucie Barbarin, d'où l'importance de l'heure de publication d'un post. Oui, oui, par rapport à ce qu'on disait sur les 10%, exactement, ouais, c'est important. Et Anthony disait, c'est d'utiliser des outils qui vont analyser un peu votre audience et se dire, mon audience elle est plus connectée à ce moment-là, du coup, je vais publier à ce moment-là pour avoir le plus d'interactions possible et ensuite que ça s'enchaîne et que ça soit diffusé plus large que votre audience finalement. Est-ce que Facebook Inside, Lucie, nous donne des infos justement sur les heures et jours de publication recommandées? Est-ce que tu veux... Facebook Insight ne va pas nous donner de façon directe ces informations-là. Par contre, dans l'onglet, c'est l'onglet publication de mémoire, dans les Insights, dans l'onglet statistiques, va nous donner en fait les moments auxquels sont connectés en fait nos fans et de savoir selon les jours exactement et la moyenne avec des pics de portée, la moyenne de portée heure par heure. Et ça va être intéressant pour maximiser l'impact de ces publications. Alors ça peut être un peu glissant. Il faut regarder aussi régulièrement quand même chaque mois, parce qu'après il peut y avoir la saisonnalité, le secteur d'activité, plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais effectivement, c'est bien de savoir quand est-ce que les fans sont là pour pouvoir partager au bon moment et justement avoir peut-être cette face qui est cachée de l'iceberg, qui ne voit pas les publications, d'arriver à maximiser cet impact-là, que tout le monde, un maximum de personnes les voient, ces publications. Autre question de Mathilde, pour la curation, peut-on vraiment s'éloigner de notre produit sujet ou doit-on rester proche de notre produit? J'ai envie de dire, selon la ligne éditoriale, on pourra avoir effectivement une thématique précise et ensuite des thématiques connexes. C'est vraiment la ligne directrice. J'ai envie de dire, il ne faudra pas trop s'en éloigner parce que votre communauté et vos fans pourront ne pas comprendre si vous n'êtes pas sur une de ces thématiques-là ou si vous êtes sur quelque chose qui est aux antipodes de ce que vous traitez. Donc il faut rester la plupart du temps, même en curation de contenu, vraiment sur la thématique que vous traitez. Lucie Barbarin, est-ce que demain on pourra vendre sur Insta et Facebook sans avoir de site marchand? Je pourrais dire oui, parce que Instagram a sorti justement une fonctionnalité où on peut payer directement, depuis l'application Instagram. Sur Facebook,
en fait, actuellement, vous pouvez le faire déjà si vous avez le bouton de paiement Payplug, c'est-à-dire que vous pouvez encaisser des paiements sans avoir de site. Juste en utilisant la page de paiement Payplug générée par votre bouton de paiement, vous pouvez vendre, avoir votre boutique Facebook et vendre via cette boutique et encaisser des paiements sans avoir de site. Virginie, le côté shopping se développe sur Pinterest et Insta. Nouveau sticker annoncé sur Insta qui annonce le lancement d'un nouveau produit. Qu'en pensez-vous? Les réseaux sociaux seront-ils les futurs leaders du e-commerce? Peut-être plus. Bonjour Virginie. Alors le leader du e-commerce, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, on a un côté shopping qui se développe de plus en plus avec des fonctionnalités qui sont propices à cela. J'ai envie de dire oui, parce qu'aujourd'hui Pinterest ne fait pas énormément de bruit. C'est un peu plus de 200 millions d'utilisateurs actifs. Ils sortent une fonctionnalité là, catalogue. Voilà, ils sortent une fonctionnalité. Donc aujourd'hui, un e-commerçant finalement a tout intérêt à investir ce terrain-là, parce que ça va être une extension aussi, une extension de son site web avec une audience finalement, une audience un peu, on va dire élargie. Donc j'ai envie de dire oui. Je suis pas devin, mais j'ai envie de dire oui. Et Pinterest, c'est intéressant parce que si quelqu'un qui vend de la décoration ou autre, avant c'est vrai que ça venait du trafic, mais on ne vendait pas forcément depuis Pinterest. Là, ils commencent vraiment à vouloir monétiser leur audience et à pouvoir vraiment vendre depuis Pinterest en offrant des nouvelles fonctionnalités. Donc Pinterest, qui lance, comme je disais, une fonctionnalité catalogue. Je sais pas si, je crois que c'est pas encore sorti en France. C'est tout juste. C'est tout juste. Là, on l'a entendu cette semaine, donc bien à voir, mais c'est intéressant pour des marques. Insta, je dirais pas même combat, mais voilà, Insta aussi se positionne vraiment bien. Insta, Palma, n'existe-t-il pas un risque de dilution de la portée des messages de la marque si l'on partage le contenu des autres en mode curation? Alors, il faut évidemment ne pas partager, faire de la curation de contenu et du partage sur la concurrence. Voilà. Alors ça n'a pas de sens. On essaye de donner du sens justement, être sur des contenus, affinitaires, des contenus neutres. Mais non, justement, ça va permettre, on l'a dit tout à l'heure, d'asseoir aussi l'expertise et de donner de l'information utile à ses abonnés et utile à ses fans. Aujourd'hui, l'autopromotion, ça ne fonctionne plus. Donc la curation va venir aussi pallier à cela. Donner de l'information utile et d'asseoir son expertise comme ça, peut-être, et même, je dis peut-être, c'est même presque sûr, que vos abonnés, vos fans vont s'intéresser à vos produits, à vos services de façon indirecte, parce que vous leur donnez de l'information utile et vous rebondissez justement sur l'information. Donc non, la diminution de portée, non, pas du côté de la curation. Je pense pas. Un de Palma qui en dit long de Monsieur Moustache, je pense que c'est toi que je l'ai pas dit. C'est moi. Quand la marque dicte des règles à ne privilégier que le contenu natif de la marque, pas facile à envisager. Mais merci quand même. J'ai pas compris du contenu natif, oui, il en faut, notamment sur Facebook. Aujourd'hui, le fait de partager une vidéo de façon directe dans le fil de discussion va obtenir 2 à 3 fois plus d'engagement qu'un lien, par exemple, d'une vidéo YouTube. Oui, bien sûr, que le contenu natif est important. Et Facebook, par exemple, favorise ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous postez une vidéo native, vous avez quasiment toutes les fonctionnalités que vous avez sur YouTube, avec les sous-titres, avec des fichiers que vous pouvez rajouter, etc., les miniatures. Donc, l'algorithme de Facebook favorise ça. Est-ce que vous avez encore des questions? On peut encore entendre 2 ou 3 questions si vous avez des questions, sinon on va vous laisser. Et nous, c'est vraiment été sympa, on a vraiment aimé échanger avec vous. On espère que vous aurez encore plein de choses à appliquer et que ça vous aidera à aller encore plus loin dans votre stratégie sur les réseaux sociaux. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, Anthony, toi, on peut te contacter sur Twitter, c'est le meilleur canal? Oui, Anthony Rochant, tout simplement, l'identifiant. Vous pouvez me retrouver assez facilement, ou sur mon LinkedIn aussi, et sur la page fan LEW, les experts du web, sur Facebook. Super. Et puis moi, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Maxence Godard,
ou sinon, si vous avez des questions sur Payplug, vous écrivez support@payplug.com. Alexandre, où peut-on trouver le replay? On va vous l'envoyer par email, je pense demain. Et du coup, vous pourrez tout visionner tranquillement et poser vos questions sur LinkedIn, sur Twitter. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. À très vite. Merci. Merci.